vendredi 8 février 2019, la librairie Ombre Blanche à Toulouse recevait l'historien Patrick Boucheron à l'occasion de la publication de son ouvrage La Trace et Laura, vie posthume d'Ambroise de Milan, 4e, 16e siècle, aux éditions du Seuil. Bonne écoute. Bien, nous sommes presque à l'heure, presque pas en retard, mais il faut venir, hein. Voilà, ce soir, il n'y a pas d'interlocuteur avec toi, mon cher Patrick. Donc tu seras entre La Trace et Laura. Voilà, tu choisis ta place, La Trace, Laura, Patrick. Où nous allons t'écouter présenter ce travail. C'est ta première présentation en librairie. Je te remercie. Je ne vais pas dire que ça devient une habitude, mais presque, de nous avoir réservé cette primauté. Le fait que l'entretien se fasse de toi à toi va vous amener à poser des questions après cette première intervention de Patrick et cette première présentation de Ambroise et de Milan. Bien, bonsoir à tous, merci d'être là. Oui, c'est vrai, pour les raisons que vient de dire Christian et pour d'autres sans doute, très, très heureux et fier d'être là avec vous ce soir pour parler de ce livre qui m'importe beaucoup et avec lequel pourtant j'entretiens, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, un rapport distant, amusé. Alors je vais être avec La Trace et Laura, célèbre duettiste du Moyen-Âge. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, ce qui est certain, je suis très heureux d'être là pour la première fois pour présenter ce livre. Et je pense que c'est un bon moment parce que voilà comment ça se passe. Le rideau n'est pas encore tombé, ce rideau de paroles qui inévitablement à un moment vous sépare dès lors que vous avez écrit un livre, c'est-à-dire dès lors que vous êtes délivré au sens propre d'un travail qui a été très long. Pour moi, ça a duré 15 ans, très hésitant. Je l'ai enseigné, cette question. Ça a été la première année d'ailleurs de mon enseignement au Collège de France. J'ai fait des colloques internationaux, j'ai fait des articles. Voilà, ça fait 15 ans que je suis sur cette matière. Et cette matière, de toute façon, elle ne peut véritablement s'exposer dans tous les sens du terme, c'est-à-dire se mettre en scène et aussi, d'une certaine manière, en danger dès lors qu'elle s'adresse à vous, à chacun d'entre nous. Elle ne peut véritablement s'exposer que lorsqu'elle a pris une forme. Et c'est à elle de décider quand est-ce que la forme lui vient. Et je ne sais pas même, d'ailleurs, si elle est venue. Mais voilà, maintenant c'est un livre et j'y peux rien. Pendant très longtemps, je travaillais à ne pas l'achever. Mais maintenant c'est terminé et je dois en parler. Et pourquoi je disais que l'écran n'est pas encore tout à fait tombé, c'est qu'à partir du moment où vous vous êtes délivré donc de cette matière qui vient de trouver sa forme, eh bien vous trouvez aussi une manière d'en parler. Et si vous êtes amené à refaire l'exercice, eh bien très vite entre le livre et vous s'interpose le discours que vous lui adressez, et qui s'opacifie, qui se compacifie, qui devient une sorte de coque, de coquille, qui, au fond, vous éloigne aussi de lui-même. Donc voilà, on m'a fait cette proposition, enfin, je viens de l'apprendre, d'être tout seul, comme ça. Personne ne me pose des questions. Je suis face à mon pire juge, c'est-à-dire moi-même. On va même pas me relancer. On se dit, tiens, c'est un bon client, on va foutre 5 balles dans le jukebox et puis pendant 30 minutes, il va partir. Puis quand les gens en auront marre, sans doute sentira-t-il le moment venu de dire, est-ce que vous avez des questions ? Bon, voilà. Donc on verra bien, mais j'en suis au stade où, d'une certaine manière, c'est pas encore figé. Voilà. Alors, comment raconter cette histoire ? Peut-être, au fond, par le début, ce qui est une idée vers laquelle j'ai eu beaucoup de mal à arriver. Et si ce livre est en partie d'ailleurs chronologique, puisqu'il va traverser 1000 ans d'histoire, du 4e au 16e siècle, si au bout du compte il est devenu chronologique, c'est-à-dire si l'ordre du temps devient proche de l'idée qu'on puisse s'en faire, c'est après un long travail de renoncement de plein d'autres types d'écriture, dont la plus évidente pour les historiennes et les historiens est régressive. C'est l'écriture, au fond, archéologique. C'est le fait d'aller chercher, puisque je parle de l'histoire d'une mémoire, d'aller chercher cette mémoire du plus récent au plus ancien, c'est-à-dire de creuser, littéralement, de faire un sondage et d'aller, d'une certaine manière, trouver
ce que c'est que le passé à partir de ses affleurements les plus récents. Pour plein de raisons, j'ai renoncé à ça. Et je propose un autre type de plan dont je parlerai tout à l'heure. Mais commençons par le début. Le début pour moi, au moment où j'ai découvert ce garçon, Ambroise de Milan, évêque, né en 339 ou 340, donc au IVe siècle, à un moment où d'une certaine manière rien n'est encore joué de la christianisation de l'Empire romain, parce que c'est une fable assurément que de croire que parce qu'un empereur Constantin s'est converti au christianisme 312, alors l'ensemble de l'Empire devient chrétien. Non, ça ne s'est pas passé comme ça, c'est beaucoup plus heurté, beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile et beaucoup plus intéressant. Le IVe siècle, c'est un truc dément. Là, je le dis d'autant plus volontiers que je suis encore dans l'enthousiasme des commencements. Je suis un grand débutant. Vous savez, moi, je suis 15e de métier. Je travaille plutôt sur l'Italie de la fin du Moyen-Âge. Et j'ai été amené à cette couche très ancienne et très épaisse de notre passé commun, qui est l'Antiquité tardive. Il y a vraiment des textes merveilleux à lire, si vous voulez lire des choses. Soyez gentils, n'achetez pas mon livre, mais par exemple tous ceux de Peter Brown, qui est quand même aujourd'hui un des historiens les plus prodigieux vivants, et notamment sa vie de Saint-Augustin, qui est assez extraordinaire. Mais voilà, moi, face à cette si imposante ombre historiographique et historique, Augustin, j'étais amené à faire autre chose. Je fais l'histoire du maître d'Augustin. Ambroise de Milan est celui qui a converti Augustin, qui l'a baptisé en 384, donc 10 ans après avoir été lui-même ordonné évêque. Et pourtant, lorsqu'on se souvient d'Ambroise, on s'en souvient en tant qu'il a été le maître d'Augustin. Donc on a une sorte d'inversion, en fait, du maître et de l'élève. Et ce n'est pas d'une vie d'Ambroise dont je voudrais vous parler, mais de ce que j'ai appelé les vies posthumes d'Ambroise, c'est-à-dire de son souvenir du IVe siècle, de sa vie, donc au XVIe siècle, au moment où agit Charles Borromée, archevêque de Milan, que j'ai appelé le dernier des nouvelles Ambroises. Mais je vais commencer au début. Au début, pour moi, ce n'est pas le IVe siècle, ce n'est pas la naissance à Trèves d'Ambroise de Milan, ce n'est pas son ordination en 374, ce n'est pas même sa mort en 397, c'est bien plus tard. C'est en 1447, au mi-temps du Quattrocento, à un moment où toute l'Italie est princière, où elle est gouvernée par ce style princier qu'on appelle de l'humanisme de la Renaissance, où là je suis plus à mon affaire, où là je travaille comme historien effectivement de la ville, et en particulier la ville de Milan, parce que ce livre est d'une certaine manière pour moi une sorte de retour au socle, à la roche-mère de ma formation, puisque j'ai fait ma thèse là-bas, puis depuis j'ai fait d'autres choses, mais là c'est un retour à Milan. En 1447 donc, il y a une révolution. Les Milanais entendent se passer de prince. Ils vivent une situation qui est une situation très incertaine. Le dernier duc vient de mourir, le Visconti, qui était un prince redouté, dirait Machiavel, c'est-à-dire à la fois n'ayant peur, se retranchant dans une citadelle, donc redouté au sens où il est lui-même dans une redoute, et étant lui-même enfermé dans la peur qu'il inspire. Donc il est dans la situation machiavélienne, obsessionnelle, paranoïaque, d'être ce prince, d'une certaine manière, prisonnier de ses propres affects. Donc ça se termine très mal, il meurt, je parle de Filippo Maria Visconti, et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, alors, on se souvient que Milan est la première commune, historiquement, d'Italie. La plus ancienne, la plus valeureuse, la plus audacieuse, puisque c'est la première à avoir, face à l'empereur Frédéric Barberousse, au milieu du XIIe siècle, acquis les forces politiques, sociales, culturelles nécessaires pour fonder l'autogouvernement urbain. Avant, donc, toutes les cités toscanes, ce sont les cités lombardes qui se sont liguées contre l'empereur Frédéric Barberousse, et puis à nouveau contre l'empereur Frédéric II 100 ans plus tard, dès lors qu'il s'agissait de défendre la liberté. Et il fallait recommencer.
Et en 1447, c'est comme si, effectivement, après cette longue période post-communale, seigneuriale, princière, eh bien, la situation était évidée et que, au fond, dans la vacance du pouvoir, qu'est-ce qui restait ? Eh bien, le souvenir d'un très vieil évêque, qui était le saint patron de la ville, qui était l'un des 4 docteurs de l'Église, mais ça, c'est évidemment de l'histoire universelle. Augustin, Ambroise, Jérôme, Grégoire sont les 4 docteurs latins de l'Église. Donc, je parle évidemment d'un théologien, je parle d'un des fondateurs de la doctrine chrétienne, mais qui a été évêque de Milan. Milan, c'est pas n'importe quoi non plus, c'est un des 4 capitales de l'Empire d'Occident, et qui a été, d'une certaine manière, assez tôt, pas si tôt que ça, mais on pense au XVe siècle assez tôt, le saint patron, l'identification donc de la communauté. Et cette communauté désorientée, qui n'a plus de prince, qui doit se donner le courage de ne pas en avoir, que fait-elle ? En 1447, elle se met sous la bannière de Sant'Ambrogio et elle se nomme République ambrosienne. Et pendant 3 ans, pendant ce triennio révolutionnaire que j'ai étudié d'abord il y a 15 ans, il y a une sorte de commémoration frénétique, d'exaltation idéologique autour du nom d'Ambroise. Et se construisent, ce qui était intéressant pour moi en tant qu'historien, voilà, des régimes politiques et de la ville, se construit au fond une identité, une culture politique qui s'identifie à un homme, qui se met sous l'ombre bienveillante d'un passé très ancien, mythifié. Et moi, ce qui m'intéressait en 1447, il y a 15 ans, c'était cette question toute simple, cette grave question. Jacques Derrida dit la grave question du nom. Qu'est-ce qu'agir au nom de quelque chose ? Et lorsqu'on agit au nom de quelque chose, est-ce qu'on compromet ce quelque chose par l'action que ce quelque chose nous inspire ? Ah, évidemment, il pensait à autre chose, Derrida. Il pensait à l'islam, par exemple. Mais nous avons besoin de calme. Mais l'histoire, comme discipline, dans tous les sens du terme, est aussi une façon de décaler le point de vue pour construire du commun. Et moi, ces questions-là, qui sont nos graves questions, celles de nos hantises, qu'est-ce qu'agir au nom d'eux ? Quel est cet exorbitant pouvoir de ceux qui disent qu'ils agissent au nom du peuple, au nom de Dieu, au lieu du peuple, au lieu de Dieu. C'est-à-dire cette puissance de faire d'un nom un lieu et de dire ça a eu lieu. Et à partir du fait que ça a eu lieu, on va recommencer. Ça, c'était une grave et belle question. Et je me suis dit, c'est une manière, au fond, de construire une réflexion sur l'identité politique. Qu'est-ce que c'est que construire soi-même une croyance politique à partir d'un passé très ancien, réinventé, reconstruit, bricolé, comment, au fond, les sociétés se construisent un avenir à partir des bribes laissées derrière elles d'un passé commun. Et donc, moi qui étais pas du tout un spécialiste de Saint-Ambroise de Milan, mais de Milan au XVe siècle, et du régime politique, et plutôt de Machiavel, enfin tous ces trucs-là, qui m'intéressent au gouvernement des modernes, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, qu'est-ce qu'ils vont chercher ? Qu'est-ce qu'ils entendent par Saint-Ambroise ? Qu'est-ce qu'ils entendent par Saint-Ambroise ? Qu'est-ce qu'ils entendent dans ce nom-là, Saint-Ambroise ? Ça ne peut pas être Saint-Ambroise lui-même. Ça doit être un de ces bricolages mémoriels par lesquels une société s'invente un passé. Donc je vais partir en quête du Saint-Ambroise qui est mobilisé en 1447. Et confiant dans ce qu'on peut appeler la pensée critique, je me disais à ce moment-là, c'était il y a 15 ans, que je vais découvrir probablement que cet Ambroise qu'on brandit comme ça, comme un étendard pour se donner du courage, il n'a évidemment rien à voir avec l'Ambroise historique dont je viens de raconter la vie, au moins de donner les dates de naissance et de mort, mais c'était, disons, une sorte d'Ambroise imaginaire qu'on s'était construit, j'imaginais, au XIIe, XIIIe siècle. Ce qui est vrai, évidemment, puisque ce qui revient en 1447, c'est la commune. Et donc,
j'aurais pu m'arrêter là et avoir une réflexion sur l'histoire, au fond, du remploi d'un passé récent. Et je trouve ça très intéressant, la question du passé récent, pour se donner du courage et agir. 1447, 1150, vous voyez l'écart de temps, c'est 100 ans derrière la Révolution française pour nous. Partons du principe que ce n'est pas parce que c'est le Moyen-Âge que le temps n'a pas la même consistance. Partons du principe que l'histoire de l'accélération du temps, c'est de la blague, ça. Une grosse blague. En réalité, pour les gens de 1450, 200 ans avant, c'est 1250, c'est comme pour nous la Révolution française, on est d'accord. Là, c'est encore 100 ans avant. Donc je trouvais que c'était déjà pas mal comme construction d'un passé, on va le chercher assez loin. Mais quand on fait de l'histoire, on part à la mine. Et cette mine, c'est pas un puits qui descend avec comme un ascenseur et où on va choisir où on s'arrête. C'est une veine oblique. On descend par paliers. Et on ne va pas se dire il y a un moment où je m'arrêterai parce que si c'est plus ancien que le XIIe siècle, c'est pas ma période, ça me fait chier, ça m'intéresse pas. Bon, non, on y va. Bon. Il y avait quand même quelque chose derrière. On ne pouvait pas dire que l'Ambroise était dont se paraient les émeutiers de 1447, les révolutionnaires de la République ambrosienne, étaient seulement l'Ambroise communale dont sont été servis pour justement lutter contre les empereurs, Frédéric Barberousse, Frédéric II, et que le temps revenant, c'est le slogan de la Renaissance, le temps revient, on retrouve ces héros anciens pour effectivement renforcer notre détermination politique. Il y avait un reste. Si je dis reste, c'est parce qu'à ce moment-là, j'ai une image en tête qui est architecturale, qui est en 1447, et c'est comme ça très exactement que commence le livre. Il y a des humanistes qui sont à Sant'Ambrogio, à la basilique Saint-Ambroise, c'est-à-dire l'église qui a donné le nom, l'église où est enterré Ambroise, avec cette sanctification comme ça de la cité chrétienne, cette occupation des sols, et ce lieu extraordinaire où tout s'entasse et s'empile, où on a à la fois le lieu où Ambroise, le saint, est mort, où il y a ses reliques, où il y a son trésor, où il y a ses livres, où en 1140, justement, le custode de la basilique, qui s'appelle Martino Corbo, a l'idée de faire pour la première fois des opéra omnia, des œuvres complètes, et où tout ça s'empile, parce que les œuvres complètes d'Ambroise de Milan, le corpus est sur le corps, et pour faire vivre corps et corpus, on chante des hymnes ambrosiens. Et ça, c'est la liturgie. Donc, ce lieu même, ce lieu de Sant'Ambrogio, c'est un lieu qui arrête le temps. C'est un lieu qui dit « ça a eu lieu ». C'est un lieu qui, au fond, capitalise, concentre toute la mémoire. Et au fond, la mémoire, c'est ça. La mémoire, on pourrait la décrire comme de la physique ondulatoire, c'est-à-dire que ça a des nœuds et des ventres. Ça se referme, ça se resserre, ça se concentre, ça s'unanimise, et à d'autres moments, ça diverge, ça respire, ça devient contradictoire, ça devient disputé, et à chacun son Ambroise. Et à Dieu va. Et puis d'autres fois, ça se reconstruit. Mais moi, ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'est que, évidemment, on peut dire que le passé, il va être toujours remployé. Il va être toujours, d'une certaine manière, réaffecté aux usages du présent. Que ça sert à ça, le passé. Ça sert à servir de ressource d'intelligibilité pour construire l'avenir. Que ce n'est pas du tout un dépôt mort, mais une énergie fossile. Et donc, on va chercher, toujours la métaphore de la mine, une énergie fossile, quelque chose pour relancer le temps et l'histoire. Mais on ne peut pas dire en même temps qu'on le fait à partir de rien et avec toute latitude. Ça ne m'intéressait pas de faire l'histoire des chroniques des Ambroises imaginaires. Ce qui m'intéressait au contraire, c'était de comprendre qu'est-ce qui résistait à la manipulation du souvenir. Qu'est-ce qui fait que, au fond, on ne peut pas dire ce que disaient les historiens soviétiques, si habitués et si habiles à effacer les photographies de leurs dirigeants au fur et à mesure des besoins du temps. On ne sait pas de quoi hier sera fait. Au Moyen-Âge, on ne peut pas dire on ne sait pas de quoi hier sera fait parce que quelque chose résiste.
Et ce quelque chose du passé tel qu'il fut, c'est ce que j'appelle un reste inassimilable, inconvertible. Et voilà ce qui m'intéressait dans cette métaphore architecturale, c'est que l'ensemble de cette pensée du temps, elle est structurée autour de la logique du remploi. Qu'est-ce que c'est que le remploi? C'est prendre effectivement des pierres antiques, anciennes, et avec Ambroise de Milan, on est dans l'Antiquité tardive, les retailler pour les remployer dans un autre édifice. Et comme ça, le passé n'est jamais vraiment passé, il est réutilisé pour d'autres constructions mémorielles, politiques, institutionnelles, etc. Et c'est comme ça que fonctionne le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge ne cite pas le passé, il le remploie. Et en même temps, il y a cette idée qui est une idée très forte, c'est que dans le remploi comme dans la conversion, tout n'est pas convertible. Il y a un reste, il y a de l'inassimilable, il y a un noyau insécable, on va dire le passé qui ne passe pas. Et d'ailleurs, lorsqu'il parlait de la conversion, les hommes du Moyen-Âge ne disaient pas autre chose que le cœur des laïcs est dur comme de la pierre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle laïque. Laïcus, ça vient de lapis, c'est la pierre. C'est évidemment pas vrai. Toutes les étymologies sont fausses. Mais bon, voilà. C'est comme les pierres des antiques. On peut en faire plein de trucs, mais il y a un moment où ça résiste. Voilà. Il y a du reste. Bon. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était le reste. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait, je le répète, que le réel revient toujours à sa même place pour parler comme Jacques Lacan. C'est-à-dire qu'on peut effectivement tout bouger, il y a des puissances de symbolisation, mais il y a en même temps quelque chose qui revient. Et ce qui revient, je ne l'appellerai jamais le vrai Ambroise, je ne sais pas qui c'est, mais je vais l'appeler le réel. Le réel est ce qui revient toujours à la même place. Et je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter là, au XIIe siècle, c'est pas possible. Je vais chercher qu'est-ce qui reste d'Ambroise, du vrai Ambroise. Non pas parce que j'avais envie de le rencontrer, je m'en fous un peu d'Ambroise de Milan, pour te dire, mais parce que l'opération même m'intéressait. Et c'est comme ça que, là je ne peux pas tout raconter, alors si on suit la métaphore de la mine, on descend, on manque d'air, c'est pas facile. Il faut accepter l'idée que ça ne soit pas facile. Et le livre qui raconte cette expérience n'est pas facile. C'est un livre savant, okay, mais qui, je l'espère, explique à certains moments qui sont justement les passes, les seuils. Il ne peut pas être autre chose que savant. Parce que cette descente, elle a un coût, un prix pour le lecteur, pour l'historienne et l'historien. Donc voilà, je vous préviens. Je ne veux pas faire baisser les ventes, mais ce n'est pas gaga-gogo, quoi. Je veux dire, il y a quand même des moments un peu, faut quand même s'accrocher. Il n'y a pas une rampe continue, mais il y a des prises. Et toutes les 15 pages, normalement, on ne se casse pas la gueule. On sait que tous les 15 pages, il y a une prise et puis on a une petite récompense. C'est comme au manège, il y a la queue du Mickey qu'on peut, à chaque tour, il y a hop, un petit truc à faire. Voilà. Comptez sur moi pour ne pas vous laisser tomber complètement, mais bon. C'est vraiment important. C'est vraiment important de dire que moi j'avais besoin, on va en parler, de rappeler ce livre est aussi au fond une défense et illustration du métier d'historien. Ça ne se fait pas tout seul et à un moment on peut le dire, on peut le proclamer, il faut aussi le montrer. Montrer que si on ne fait pas gaffe, si on ne fait pas tout cet effort d'anamnèse, de contre-marche de l'oubli, alors on prend pour un passé ancien la reconstruction mémorielle la plus récente. On croit que Jeanne d'Arc, c'est ce que le XXe siècle a fait de Jeanne d'Arc. Et si on ne fait pas tout cet effort, à la fin, on se retrouve avec des Vercingétorix blonds et des grosses moustaches sur des couvertures d'hebdomadaires. Eh oui. Donc l'heure est grave. Donc il faut quand même y aller, il faut descendre. Et il faut essayer d'aller voir si on ne peut pas aller choper, parce que c'est très bien de dire que Vercingétorix est une invention de Napoléon III, c'est très bien, c'est vrai, et que effectivement la gueule de Vercingétorix sur cette couverture de Valeurs Actuelles dont je parlais, c'est effectivement la gueule de Napoléon III. Donc voilà. Mais il y a quand même quelque chose là à aller chercher, et la passe est difficile. Au XIIe siècle, il y a une concaténation mémorielle, et puis je suis toujours en régressif, mais on peut y arriver, on peut aller derrière. Derrière, il y a en gros l'époque carolingienne, donc là on est à Charlemagne,
Et là, je me suis dit, on va s'arrêter là parce que vraiment, Ambroise, c'est vraiment une réinvention carolingienne. Ambroise est un auteur antique, on va dire, il est du IVe siècle. Tous les auteurs antiques ne sont connus au mieux que par des manuscrits carolingiens. Et donc là, on a une distance chronologique qui est tranquillou de 5 siècles. Voilà. Donc on peut dire, ah oui, Ambroise, Charlemagne, ils se tiennent la main. Ah oui, ils se tiennent la main, oui, comme Jeanne d'Arc et nous. C'est le même écart, entre lequel il peut se passer beaucoup de choses, surtout quand, effectivement, la mémoire perd pied, comme entre le IVe et le 8e siècle. Donc j'ai cru vraiment devoir m'arrêter au 8e, mais en fait avec 8e, 9e, à l'époque carolingienne, mais avec un peu d'effort, on peut quand même arriver à, je ne veux pas dire à Ambroise lui-même, mais au temps d'Ambroise, à ce réel ambrosien. Et la voix, elle est raide, hein. C'est la liturgie. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Ambroise, à un moment, l'évêque, il a un problème. Il y a différents problèmes qui sont des problèmes politiques. Il gouverne une ville qui est une des plus puissantes de l'Empire. Et l'empereur, lui, il défend aussi sa propre conception d'un pouvoir impérial chrétien. Il veut donc intervenir sur le dogme, et donc il y a toute une série d'hérésies, etc. Et Ambroise de Milan est, au IVe siècle, le grand séparateur, celui qui va distinguer le domaine de César du domaine de Dieu, ce que c'est que l'orthodoxie, ce que c'est l'hétérodoxie. Il va effectivement s'opposer aux païens, aux juifs, il va séparer les vivants et les morts, enfin voilà, c'est le grand séparateur. Il est dans ce spectacle permanent d'un gouvernement chrétien pastoral qui construit le domaine théologico-politique qui est, pour moi, c'est un peu la clé du livre, notre reste, le socle. Et donc, si ce livre est aussi une généalogie politique, c'est une généalogie politique qui va voir quelque chose d'embarrassant pour nous, pour la modernité, qui est qu'il y a des origines théologico-politiques au gouvernement des modernes. Et que s'il faut aller parler de liturgie, évidemment, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle quand on est historien d'autre chose, parce que moi, ça ne m'amuse pas particulièrement, mais en même temps, il faut quand même être raisonnable, ouvrez les journaux, voyez ce que c'est qu'une acclamation, voyez ce que c'est qu'une onction électorale, voyez comment cette liturgisation globale, systématique de la fonction politique nous oblige quand même à y aller voir un peu sérieusement, s'il n'y a pas des origines très anciennes, un socle très profond à cette manière de se gouverner. Et donc au moment où Ambroise invente tout ça, parce que voilà, là on est au socle, hein, ça se passe mal, l'empereur il est dans une confrontation violente avec l'empereur, et puis il s'enferme dans une basilique, et puis autour il y a des soldats goths, et c'est dramatique, et ils pensent qu'ils vont se faire massacrer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On résiste. Voilà, ils occupent les lieux, littéralement. Et Ambroise, qui est pasteur, pour donner du courage à son peuple assemblé, invente un chant, qui est un chant de vigilance au sens propre, pour ne pas s'endormir. Un chant engagé au sens propre, c'est pour se donner du courage. Et ce chant de vigile, au sens vigile liturgique, qui va littéralement les envoûter, Carmen veut dire chant et charme en latin, qui va aller chercher très loin dans la poésie romaine, horacienne, voilà, une hymnodie chrétienne, c'est ce qu'on appelle encore aujourd'hui les hymnes. Il en rédige, compose, puisque c'est à la fois évidemment un poème et une musique, un certain nombre, peut-être 10, peut-être 12, peut-être 14, ce qu'on appellera hymne ambrosien au Moyen-Âge, c'est non seulement les hymnes qu'Ambroise a écrits, mais les hymnes qui ont été écrits au nom d'Ambroise, à la manière d'eux, parce que, effectivement, c'est ça un auteur au Moyen-Âge, c'est ce qui donne autorité à dire. Donc il y en a plutôt une quarantaine. Et ces hymnes ne sont chantés qu'à Milan, d'accord ? Et renvoient à cette scène où un jour d'avril 386 après Jésus-Christ, un peuple, une foule inquiète, apeurée, s'est rassemblée
dans le chant unanime d'un mec qui leur chantait, qui inventait des chansons pour eux. Voilà. Et c'est encore cela qu'on chante. Il n'y a qu'à Milan qu'on les chante. Et c'est ça une identité. Hein. C'est d'aimer passionnément des chansons que personne n'aime, à part nous. C'est là où on construit un nous, un peu hargneux, un peu teigneux, fermé, qu'on appelle une identité. Et là, on a une sorte, dans la mine, voilà, ça descend, mais si on prend les hymnes, on a un court-circuit qui peut nous ramener dans la basilique assiégée d'Ambroise en avril 386. Vous écoutez Patrick Boucheron à la librairie Ombre Blanche le 8 février 2019 pour la présentation de son livre « La Trace et l'aura, vie posthume d'Ambroise de Milan » publié aux éditions du Seuil. Pourquoi ce livre m'a pris 15 ans ? Parce qu'il fallait trouver une voie d'accès qui puisse mener aussi loin. J'aurais préféré que ce soit autre chose que la liturgie, parce que franchement, ce n'était pas une bonne nouvelle pour moi. Je ne suis pas du tout spécialiste de ça. C'est un peu chiant en même temps, voilà, mais bon, il faut le faire. Je ne regrette pas, parce que là, il y a une possibilité de ce que j'appelle l'anamnèse, hein, qui est d'arriver presque à Ambroise. En fait, pas tout à fait à lui, parce que au moment où il meurt, donc en 397, c'est l'année où Augustin écrit ses confessions. Je pense que son souvenir disparaît à peu près totalement. Et 30 ans plus tard, il y a un banquet en Afrique, c'est-à-dire au cœur du monde chrétien. Augustin était africain. Et un des disciples d'Augustin entend parler d'Ambroise de Milan de manière très confuse et très malveillante. On est 30 ans après sa mort. Et il dit, mais c'est pas possible, Ambroise de Milan, c'est le maître d'Augustin. C'est celui qui a amené Augustin à passer la mer, à quitter Tagaste, l'Algérie, pour Rome. C'est celui qui a aimanté sa conversion. C'est celui qui, d'une certaine manière, a construit cette figure chrétienne du silence. Voilà, vous savez, Ambroise est, c'est bien connu, l'inventeur de la lecture silencieuse. Il fait quitter, au fond, c'est l'Antiquité tardive, c'est le moment où effectivement on quitte le monde sonore du dialogue antique pour ce que Pascal Quignard appelle le bloc de silence, c'est-à-dire la civilisation du livre. Et Ambroise lisait en ne bougeant pas les lèvres, et Augustin est venu de Rome à Milan pour l'entendre. Il avait effectivement entendu parler de ce beau parleur, et on lui dit Ambroise est là, ou ça, là, plus loin, et il arrive, et tout le monde faisait auréole autour de quelqu'un qui lisait silencieusement. Et de ce bloc de silence, Augustin l'a reçu littéralement à l'estomac, il s'en est jamais remis, il s'est converti, et ça a eu quand même quelques conséquences. Et donc, dans ce palais de Carthage, commence presque comme Salammbô, par un banquet. Il y a des gens qui disent du mal d'Ambroise, et quelqu'un qui dit mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est quand même le maître d'Augustin, merde, on peut pas laisser. Je vais raconter sa vie. Et c'est la seule géographie qu'on ait, la Vita Ambrosi, la vie d'Ambroise de Paulin de Milan. C'est 30 ans plus tard. Et puis même ce texte-là. Oui, on va dire qu'il est de Paulin de Milan, mais ses premiers manuscrits sont quand même carolingiens. Et puis, il n'y a aucune trace d'un souvenir d'Ambroise avant le 5e siècle. Mais bon, c'est même pas la peine de parler de siècle. C'est comme si vous avez lu le Royaume de Carrère. Voilà, 30 ans, ça suffit largement pour oublier. Largement. Donc, voilà. On n'y arrive pas tout à fait. C'est pour ça que je pense que ce livre, fondamentalement, c'est un livre sur
ce que c'est que de savoir, à quel prix l'on sait, et comment on peut construire les limites de ce qui peut être su. Voilà. C'est-à-dire s'approcher de quelque chose de très lointain, que je ne peux pas appeler le vrai, que j'appelle le réel, et y toucher presque. Ne pas être loin. Et s'arrêter exactement comme Augustin s'arrête devant le bloc de silence, pas loin. On l'a à l'œil, à bonne distance, mais on ne le touchera pas. Voilà. Et il fallait donc inventer une forme pour ça et donc l'écrire. Et c'est pour ça que ça a été si long. La proposition, disons, narrative, c'est de faire éprouver au lecteur la profondeur du temps. On n'éprouve pas la profondeur du temps en racontant la succession des événements. Ça, c'est une chronologie. On éprouve la consistance du temps. On fait sentir presque physiquement ce que c'est pour le temps que de durer et ce que c'est pour quelqu'un que de plonger dans les longues durées en allongeant progressivement la foulée. Donc la première partie, c'est sur le 4e, 6e siècle, la deuxième, 4e, 8e, la troisième, 4e, 12e. Donc à chaque fois, on apprend. Mais on recommence toujours au début et jusqu'à la fin où on est au 16e et par les hymnes, on revient presque au 4e. Ça, c'est cette sorte de mouvement qui est un mouvement d'écriture, ce qui fait que pour moi, ce livre est un peu singulier parce que c'est un livre savant. J'ai essayé d'expliquer pourquoi il l'était. Après tout, on n'a pas non plus à s'excuser de faire des livres de savoir quand c'est notre métier. Ça a quelque importance. C'est aussi une manière d'être conséquent. Politiquement, on pourra en parler parce qu'effectivement, à partir du moment où on dit sur tous les tons, être historien, c'est pas un statut, c'est un métier, il faut le faire, ce métier. Voilà. Et puis, donc, c'est pas toujours facile, sans doute, à lire. Et pourtant, c'est pour ça que je suis heureux de commencer ici, dans une librairie. Je pense que c'est un livre qui est écrit. Parce que, au fond, quand le défi narratif ou cognitif est si élevé, on n'a pas d'autre choix que d'écrire, vraiment. C'est pour ça que je me présente à vous un peu humble, très humble même, et hésitant, encore un peu vaguement amusé de m'embarquer dans cette affaire, mais assez à l'aise aussi parce que je pourrais effectivement vous faire vibrer en disant, voilà, j'ai 53 ans, je reviens à Milan, où j'ai fait ma thèse. Bon, donc, il y a des souvenirs et tout. Ouais, c'est une sorte aussi de retour. Mais fondamentalement, j'en ai rien à foutre. Voilà. C'est-à-dire que vraiment, Ambroise de Milan, je n'ai aucun rapport avec ce mec-là. C'est pas que il m'intéresse ni il m'inintéresse. Et ça fait du bien, vous pouvez pas savoir. Les gens n'ont pas voulu, certains n'ont pas voulu croire que, pour moi, c'est comme la France, l'histoire de France. Ça m'intéresse, mais pas plus que ça. Vous voyez ? On a le droit quand même. C'est-à-dire que j'ai un rapport distant avec cette histoire. Et au fond, être sur un sujet où on n'a pas à lutter pour ou contre, où on n'a pas à contrarier une émotion d'appartenance, où on n'a pas, d'une certaine manière, à batailler sur une affection qu'on voudrait mettre à distance, c'est très rassurant et c'est très reposant. L'ensemble de ce livre est peut-être, au fond, pensé comme une réponse à la première page de l'identité de la France de Fernand Braudel, qui dit on ne peut être historien que de son pays. Et je pense que c'est pas possible de dire ça. Parce que son pays, on le connaît d'instinct. Et je ne nie pas qu'il puisse y avoir une connaissance d'instinct, mais je crois savoir que cette connaissance n'est pas une connaissance historique. Et donc, par conséquent, j'ai choisi ce sujet parce que ça me paraissait un laboratoire détaché de moi-même. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Non pas parce que j'ai fini par m'attacher, mais parce que quand rien ne vous attache à un sujet, ne reste que l'écriture. Et c'est ce qu'il y a de plus intime. Et donc j'en suis là. Donc si vous avez des questions, j'y répondrai bien volontiers, mais vous voyez où on est rendu, c'est-à-dire dans l'incertitude. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Je voulais savoir s'il avait été traduit en italien et comment il avait été reçu en Italie, éventuellement. Alors, il est paru hier, donc je pense qu'il sera traduit en italien, oui. Mais pour vous répondre, c'est la partie, oui, je le répète, savante, académique et collective de mon travail. Donc, je ne suis pas tout seul. J'ai fait un programme de recherche à l'École française de Rome. Il y a eu des colloques là-dessus. Donc, j'ai travaillé directement avec des historiens italiens. Et évidemment, lorsque je parle de ce sujet à Milan, j'en parle pas du tout de manière détachée comme avec vous. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ici, c'est un sujet neutre, Ambroise de Milan. On se dit, bah oui, là, c'est pas Jeanne d'Arc, c'est Ambroise de Milan, tout le monde s'en fout. Mais c'est ça qui est très intéressant, si vous voulez, c'est que on n'est pas obligé de traverser le monde pour rencontrer l'altérité. Là, passer les Alpes, c'est pas très loin, mais là, le rapport d'identification que les Milanais ont avec Ambroise, il est sérieux, il est grave, il est solennel, on rigole pas avec ça, voilà. Bien sûr que j'ai travaillé avec eux et que j'en parle en fait sur le même ton. C'est-à-dire, je pense, moi, pour dire les choses, qu'on ne rabaisse rien en profanant. Je suis pas ambrosien, je suis pas milanais, je suis pas catholique, je sais pas chanter les hymnes, mais j'ai aucune agressivité par rapport à ça. Et donc, c'est pour moi, j'allais dire, un terrain sur lequel j'éprouve de l'historicité et d'une certaine manière pour aussi faire comprendre que rendre un phénomène historique, ce n'est pas le rabaisser, ce n'est pas le profaner, enfin c'est le profaner, mais ce n'est pas d'une certaine manière le saccager. Et voyez, on peut très bien rappeler que nos valeurs politiques, qui sont les nôtres, elles ont une histoire. C'est pas parce qu'elles ont une histoire qu'on n'y tient pas. C'est pas tout à fait la même chose en Italie, mais ce pas tout à fait la même chose est ce sur quoi, effectivement, je travaille et qui est intéressant. Merci pour cet exercice de belle réflexion sur le métier d'historien d'abord et sur aussi l'histoire de la mémoire. Qu'est-ce que c'est que faire l'histoire de la mémoire ? Mais alors vous, ça vous intéresse pas, mais moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi, pas pourquoi, mais qu'est-ce que les Milanais en 1447, c'est ça ? Oui. Quel est l'Ambroise qu'ils ont ressuscité ? Simplement un évêque de Milan, père de l'Église, etc., ou il y avait autre chose ? Merci. Évidemment, il y a autre chose. Pardon, c'est pas de la désinvolture, c'est que franchement, c'est une histoire qui est longue et je ne pourrais pas, même si j'essayais de la raconter en entier, en 1 heure, ça ne tient pas. Voilà, c'est pour ça que je prends un court-circuit. Ce qui m'intéresse dans l'histoire de la mémoire, c'est de montrer effectivement que c'est une mémoire disputée. Même si on ne se contente pas de dire, selon une morale pyrandélienne un peu paresseuse, à chacun son Saint-Ambroise. Voilà. Bien sûr qu'il y a des entrepreneurs de mémoire et que l'Église va exalter le théologien, les autres. Bon. Mais fondamentalement, s'il est mobilisable dans un moment, disons, d'effervescence politique, dans un moment chaud, c'est qu'il y a quelque chose en lui ou dans son souvenir qui est disponible. Donc j'ai cherché la disponibilité de ce souvenir. Et la disponibilité de ce souvenir, c'est qu'il est très tôt, dès que la société milanaise se scinde et elle se déchire véritablement, disons, au XIIe siècle, avec 2 partis, un parti populaire et un parti, disons, aristocratique, dès que, d'une certaine manière, le souvenir se sépare et se scinde, c'est toujours la part populaire qui va s'emparer d'Ambroise. C'est-à-dire que si on n'a pas à choisir, alors on dira c'est le saint patron, mais si on se déchire, alors il y a une préférence populaire pour Ambroise. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses dans sa vie qui peuvent effectivement faire inspirer une telle chose. Pourquoi ? Là, il y a un texte absolument magnifique de Peter Brown, qui est vraiment le grand historien de l'Antiquité tardive, qui s'appelle « À travers le trou d'une aiguille ». Vous savez, il est plus facile pour un riche de patati patata, qui est le problème de l'Église au IVe siècle. L'Église au IVe siècle a un problème qui est un problème, au fond, existentiel, qui est que c'est une secte du judaïsme, et c'est une secte qui a marché, qui a triomphé. Et donc, qui prend le pouvoir, qui devient majoritaire, très lentement en fait, pas au 4e, au 5e, voilà. Il y a tout de suite un problème avec la richesse. Tout le livre de Peter Brown est là-dessus. Et la doctrine de l'Église, par rapport à la pauvreté, va se fixer là, dès le 4e siècle. L'Église devient riche, mais elle est fondée sur la pauvreté volontaire. Et il faut trouver une doctrine qui va avec ça.
Et Ambroise, c'est pas par grandeur d'âme ou bonté de caractère, mais il doit effectivement construire, je dirais, un mode de gouvernement pastoral à ce moment-là. C'est, je le répète, un grand de Rome. Il est né pour gouverner. Il a une grande carrière politique qui s'offre à lui. Il est de la gens Aurelia, c'est vraiment le top du top, quoi. Son père était préfet, il est en train de devenir gouverneur. Et puis il se fait ordonner évêque. L'évêque, c'est un fonctionnaire de l'Empire romain. Donc Ambroise est un homme de l'Empire romain. Et donc il gouverne comme un Romain. Le répertoire émotionnel et rhétorique du pouvoir et de la persuasion à Rome, c'est celui qu'on connaît. C'est la morgue, c'est l'autorité, c'est être implacable avec les puissants et en réalité discuter derrière. Bon, c'est tout ce qu'on fait. Mais il y a quelque chose en plus. Il n'y a qu'une seule chose en plus qu'on a lorsqu'on se fait ordonner évêque, c'est qu'il faut être humble. Dans le kit du gouvernement romain, le christianisme ne met qu'une chose, c'est l'humilité. Mais c'est fondamental. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire effectivement qu'il faut comprendre que le christianisme met l'indignité au pouvoir. Donc voilà. Donc il faut effectivement construire la richesse de l'Église tout en assurant sa pauvreté volontaire. Et Ambroise est ce mec-là. C'est celui qui va avoir les mots les plus durs contre les riches. Il a un texte qui s'appelle le De Naboth, qui est effectivement un des textes les plus cinglants, les plus violents contre la propriété privée, contre l'arrogance des riches, contre la puissance sociale. Et puis, par ailleurs, il n'est pas que sympa. Par ailleurs, il est vraiment pas sympa. Enfin, voilà. C'est un persécuteur, il est aux origines de l'antijudaïsme chrétien, etc. Mais sur ce coup-là, sur le rapport aux pauvres, et pour les raisons que je tente d'exposer, il fonde la doctrine sociale de l'Église. Donc par conséquent, ce souvenir-là, il est disponible. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est disponible. Quand on n'en veut pas, on n'en parle pas. Mais dès qu'on en veut, on en parle. Paul VI, si je prends les papes récents, Paul VI, dans la doctrine, disons, sociale de l'Église, ne parlait que d'Ambroise. Dans la théologie de la libération des évêques latino-américains, c'est la vedette. Parce que c'est celui qui dit le trésor de l'Église, ce sont ses pauvres, patati patata. Voilà pourquoi en 1447, Ambroise est disponible. Il est disponible pour la part populaire contre l'arrogance des puissants. Et ça ne repose pas complètement sur rien. C'est ça qui est intéressant. Ça ne repose pas sur rien. Je prends un autre exemple. La haine contre les Juifs. Ambroise, alors, il y a un anti-judaïsme rituel, etc. Mais lui, il l'a poussé assez loin. Il y a l'épisode célèbre de la synagogue de Kallinicum. Kallinicum, c'est en Syrie actuelle, c'est Raqqa, c'est la ville martyre de Raqqa. Des moines nestoriens l'ont incendié. L'empereur Théodose oblige les moines nestoriens à reconstruire la synagogue qu'ils ont incendiée. En cela, il est parfaitement dans son droit. Ce droit, ça s'appelle le Code théodosien. Donc là, pour l'instant, tout va bien. On est dans l'Empire romain. C'est un empire. Il y a une religion officielle, mais il y a aussi différentes religions. Il y a une gestion du multiconfessionnalisme. Et là, tu as Ambroise qui se met dans une fureur noire, qui va obliger Théodose à faire repentance, qui va faire, c'est le grand spectacle chrétien, pour l'obliger, au fond, à renoncer à appliquer le droit qui amènerait donc l'empereur à exiger des moines qui ont incendié une synagogue de la reconstruire sur leurs fonds propres. Et il va obtenir ça. Bon, c'est quand même un épisode assez impressionnant. Alors là, il y a deux solutions. Soit on n'en parle pas, dès qu'on en a besoin, on en parle. Dès qu'on en a besoin, c'est-à-dire dès qu'on persécute les Juifs, assez régulièrement, à Milan, au XIIe siècle, au XIVe siècle, au XVe siècle. Et puis, si vous allez à Milan encore aujourd'hui, vous allez place du Dôme, donc vous avez la cathédrale là devant, et à droite, vous avez la Maison des Travailleurs, qui est en fait l'édifice des syndicats fascistes, où il y a des bas-reliefs, où il y a Ambroise de Milan qui foule effectivement les hérétiques, mais les hérétiques, c'est un bas-relief des années 30, et c'est un peu embarrassant, c'est quand même des Juifs. Voilà. Donc il y a effectivement un Ambroise fasciste.
Mais il y a un Ambroise communiste aussi. Dario Fo, en 2009, évidemment, c'est d'ailleurs ses derniers spectacles, va chercher l'Ambroise social. Mais en revanche, on ne pourra pas faire que Ambroise ait aimé les riches et les juifs. Ça veut dire qu'il y a une disponibilité sociale du souvenir, elle n'est pas infinie. Ça résiste. Et c'est pour ça qu'il y avait une possibilité en 1447 d'avoir une appropriation partisane du souvenir d'Ambroise. Moi, ma question, c'était plutôt de savoir à quoi a servi cette idée d'unité nationale pour ce que sera le duché de Milan. Et est-ce que c'était pas plutôt des intentions de suivre d'autres principautés italiennes comme la République sérénissime de Venise, qui était déjà présente ou très influente du coup à Constantinople avec Gênes? Est-ce que c'était pas plutôt un désir de suivre des principautés italiennes qui commençaient à devenir vraiment très influentes dans le bassin méditerranéen? Et ma question, c'était pourquoi précisément Saint-Ambroise et pas plutôt une figure, on va dire, moins religieuse et plus militaire? Alors là, on est toujours en 1447 et on est effectivement, vous avez raison de le souligner, dans une Italie du Quattrocento qui est un système d'État où certains sont dits princiers, d'autres communaux, d'autres oligarchiques, il y a la République de Venise, mais qui a un style de gouvernement qui est un peu comparable. Voilà. Et puis surtout, on est en 1447, donc on est vraiment au moment de la première génération humaniste. Donc ce sont des humanistes, y compris dans les élites, qui vont effectivement soulever le peuple en 1447. Donc ils ont à disposition, en fait, pour essayer d'organiser ce qu'ils sont en train de faire, le passé. Et donc vous avez raison, on va savoir qu'est-ce qu'on va discriminer dans le passé, et des expériences. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que quand il y a un événement, il est intéressant de savoir quelles sont les ressources mémorielles qu'on va mobiliser, mais il n'est pas inintéressant aussi de savoir horizontalement quelles sont les expériences contemporaines que l'on va configurer. Et donc, vous avez tout à fait raison de dire qu'en 1447, nos émeutiers milanais, ils proclament Ambroise, mais ils rêvent de Venise. C'est-à-dire qu'ils rêvent d'une république oligarchique. Et donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas aller très loin dans cette révolution ambrosienne, qui a en fait deux moments. Il y a un tempo qui est quand même tout à fait révolutionnaire. C'est dans un premier temps, effectivement, il y a jusqu'en 1449, c'est essentiellement l'oligarchie milanaise ayant les yeux sur Venise, donc voulant en fait une république contrôlée des grands et des puissants, qui proclame Ambroise pour en fait revenir à une situation communale classique. Et puis un emballement, ils se font déborder. Ensuite, les capitaines de la liberté, il y a des élections en 1449. Ce sont plus ces patriciens, c'est plutôt des artisans. La première génération des Ambrosiens se font décapiter. C'est la terreur, et jusqu'à ce qu'un César Beauté, Francesco Sforza, vienne résoudre la situation en terminant la révolution. Donc c'est quand même très proche de ce que nous appelons un tempo révolutionnaire, et avec un débordement populaire qui est ensuite assez facilement réprimé. Donc tout ça, c'est de l'histoire politique. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment cette histoire politique, elle est rythmée par une sorte de frénésie de commémoration. Et là, par exemple, sur cette question-là, je me suis dit, bon, plutôt que de faire ce que je viens de faire à l'oral, comme ça, de manière, voilà, c'est-à-dire de faire teinter à votre oreille une sorte de comparaison implicite, 89, 93, Bonaparte, est-ce que ça marche vraiment? Donc, j'ai pris les travaux sur la fête révolutionnaire, ceux de Mona Ozouf, les critiques de ces travaux sur la fête révolutionnaire par les politistes Nicolas Mariot, et voir comment, effectivement, d'une certaine manière, la fête peut accompagner, retarder, exprimer, ou au contraire assagir et discipliner l'effervescence révolutionnaire. Donc là, par exemple, dans le livre, il y a une sorte de moment où on se dit, si c'est une révolution, nous, quelle révolution on a en tête? La Révolution française? Est-ce que c'est le groupe en fusion sartrien? Vous voyez le truc. C'est ça, effectivement, c'est que nos amis de 1447, ils ont en tête leur histoire et leur monde, mais nous avons notre histoire et notre monde. Donc c'est là où ça devient vertigineux d'écrire l'histoire. Oui, je voulais savoir si, puisque vous travaillez avec eux,
ou près d'eux aussi. Est-ce que les historiens italiens adhèrent à vos analyses? Est-ce que c'est... Moi, je ne cherche pas l'adhésion. Non, l'adhésion au sens de... Est-ce que scientifiquement, ils partagent... Écoutez, le président de la République vient de rappeler son ambassadeur. Donc effectivement, enfin, c'est pas la guerre non plus, quoi. Je veux dire, on travaille sur les mêmes sources. C'est deux langues qui sont pas non plus fondamentalement différentes. On voit pas les choses exactement de la même manière. Quand vous dites les Italiens, en fait, c'est les Milanais, parce que ça ne parle qu'à Milan, cette histoire. Hein. Mais bien sûr que globalement, on parle d'une histoire européenne qui partage ses méthodes et ses valeurs. Maintenant, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de jouer sur les petites différences. Au fond, c'est un livre qui est un peu, j'y avais jamais pensé comme ça, mais c'est en vous répondant que ça me vient. Vous connaissez peut-être le livre de Romain Bertrand, L'histoire à parts égales. Il nous amène à Java, voilà, et il va nous montrer qu'en fait, c'est pas si loin que ça. Là, mon opération, c'est de vous amener à Milan et vous dire, c'est pas si près que ça. Il y a quand même effectivement une histoire qui est évidemment connectée, mais qui en même temps se sépare. Voilà. Et que c'est intéressant de savoir effectivement comment c'est plus facile, au fond, sur un terrain que nous, on peut considérer comme un terrain neutre, parce qu'il n'y a pas d'affect. Comment peut-on être milanais? C'est pas un truc, on va pas s'engueuler. Enfin, je crois pas. Ça m'arrange. Enfin, voilà, de temps en temps, j'aime bien ne pas me faire engueuler. Ce que je veux dire, c'est que travailler sur effectivement cette différence-là, moi, ça m'intéresse. Voilà. Est-ce que je peux ramener la conversation au temps présent? Parce que vous avez dit qu'il y avait une question qui rejoignait le souci qu'on a dans le temps présent et qui est la question de parler au nom d'eux. Oui. Et en disant que pour ça, il fallait avoir une identification, un passé, etc., etc. Or, il me semble que le temps présent, c'est pas tellement parler au nom d'eux, c'est parler soi-même. Donc, quelle est la généalogie de se parler soi-même, si c'est ça le temps présent? C'est-à-dire parler en son nom propre, vous voulez dire? Parler en son nom propre. Ça, c'est pas du tout ce que j'ai traité, hein. Non, mais je vous en prie, il n'y a aucun problème. Ce qui est très, très, très compliqué dans cette affaire, si vous voulez, c'est que, je vous dis, on est vraiment au creux, j'aime pas dire aux origines, mais au commencement. Et tout commencement est un recommencement. On est au recommencement du gouvernement des modernes, ce que j'ai appelé le gouvernement pastoral. Et ce gouvernement pastoral, au sens effectivement de Foucault, c'est le fait que on conduit les conduites des autres en se conduisant soi-même. Donc on va se façonner en se souvenant. Et on parle quand même du maître d'Augustin qui a écrit les Confessions. Donc bien sûr que c'est une histoire en très grand, mais ce très grand creuse dans le sujet, au fond, une intériorité où nous sommes toujours. C'est-à-dire que c'est aussi bien sûr l'invention de la subjectivité. C'est l'invention de la suggestion et de la subjectivité. C'est-à-dire à la fois de l'assujettissement et de l'émancipation. Et c'est les deux. Ce qui était troublant pour moi au moment où je terminais l'écriture de ce livre, c'était de voir et de lire, enfin, le dernier volume de l'histoire de la sexualité de Michel Foucault, Les usages de la chair, les plaisirs de la chair, qui parle de ça. Et avec eux, avec Augustin et avec Ambroise. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé formidablement puissant. C'est pour ça que je dirais jamais, alors, bon, voilà, il y a l'histoire, la grande histoire, et puis, mais Ambroise, qui il était, dans le fond, voilà, est-ce qu'on peut approcher son intériorité, voilà. Alors, il n'a pas écrit les Confessions. C'est la grande différence avec Augustin. Il n'a pas écrit les Confessions. Mais pour savoir ce qu'il y a de plus intime dans cet homme qu'on ne connaîtra jamais, faut pas parler de sa maman, faut parler de l'empereur. C'est-à-dire ce qu'il y a de plus intime en lui est le grand vent de l'histoire qui, effectivement, l'emporte et le faille. Et à un moment où, de toute façon, il vit dans un monde qui bascule dans un autre. Vous voyez ? Donc ça, c'est la subjectivité. Et pour moi, ce qui m'intéressait, donc, à un moment, voilà, ce que je dis, c'est que c'est l'archéologie d'un nom propre.
c'est que vous faites le diagnostic que nous vivons une contemporanéité qui est, disons, le surgissement du moi et du moi bavard. Donc ça s'origine, on peut dire, dans les confessions. Hein. Mais cette question de agir ou non de, c'est-à-dire de la valeur, est une grave question. Parce que, après 1447, après la République ambrosienne, comme je vous l'ai suggéré, il y a évidemment un condottiere qui conquiert le pouvoir à Milan, qui est Francesco Sforza, et qui va prendre le pouvoir. Et donc refermer la parenthèse républicaine, qui s'était dite ambrosienne. On s'était battu, ses adversaires s'étaient battus au nom d'Ambroise, qui est un père de l'Église, qui est le patron de la ville. Et qu'est-ce qu'on fait de cette référence embarrassante ? Voilà, il y a toute une série de choses, il y a toute une série d'opérations. On ne peut pas oublier, on ne peut pas rejeter, on ne peut pas dire que ça n'a pas existé. On fait tout un travail. Et ce travail, c'est celui, par exemple, que, là encore, vous voyez, la question de la contemporanéité, j'ai beaucoup utilisé les travaux que je trouve admirables d'inventivité et de sobriété de Régine Robin, qui s'appelle La mémoire saturée, qui a beaucoup travaillé notamment sur l'Allemagne de l'Est, et qui est là-dessus, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut vraiment avoir des politiques d'oubli ? Est-ce qu'on peut oblitérer une partie du passé ? Non, on n'oublie jamais rien, mais on le renomme. C'est pour ça que tout ça s'appelle archéologie d'un nom propre. On le renomme. C'est-à-dire qu'on a des oublis par substitution. Et ça, c'est très puissant dans l'histoire des sociétés. Un souvenir un peu embarrassant, on va entasser quelque chose d'autre qui va le nommer différemment et qui sera aussi un autre chemin. Vous savez que c'est comme ça qu'on oublie cognitivement. C'est qu'on perd le chemin. Et c'est comme ça qu'on se trompe. C'est qu'on nomme mal un fichier, dans la tête comme dans un ordinateur. Rien ne se perd dans l'ordinateur. Simplement, le fichier est mal nommé et donc le chemin part de traviole. Voilà. Et au fond, lorsque vous lisez Maurice Halbwachs, un grand sociologue de la mémoire, qui essaye de réfléchir à la mémoire collective, vous vous rendez compte que d'une certaine manière, tous les oublis volontaires politiquement décidés sont d'une certaine manière des déviations du souvenir ou des renominations, c'est-à-dire qu'on est dans la même logique. Voilà. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Oui, bonjour. Déjà, merci pour cette réflexion sur le métier d'historien. Je voulais juste vous demander, vous nous avez parlé donc, du passé comme d'une énergie fossile qu'il faudrait aller miner pour ensuite pouvoir donner de l'énergie au présent. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler plutôt, au lieu de parler d'une énergie fossile, c'est-à-dire quelque chose qu'on utilise et puis finalement après qu'on n'utilise plus parce que justement elle n'est pas renouvelable, on ne pourrait pas parler plutôt d'énergie renouvelable, c'est-à-dire de voir en fait le métier d'historien comme n'étant pas celui qui mine, mais au contraire, alors je ne veux pas dire que l'historien brasse du vent, mais celui de l'éolienne, c'est-à-dire celui qui accepte en fait un flux qui est un flux changeant, comme l'est le vent, car l'histoire n'est justement jamais figée et comme vous le disiez tout à l'heure, on s'approche du réel, mais on n'a jamais accès à la vérité quand on fait de l'histoire. Vous avez tout à fait raison, la manière que vous avez de le dire est plus éco-responsable. D'ailleurs, aujourd'hui, mon empreinte carbone est désastreuse. J'ai pris l'avion, Christian Torel m'a baladé dans les embouteillages avec une voiture fort polluante, donc je suis tout à fait prêt à réformer mon comportement. Oui, vous avez raison. Énergie fossile n'est sans doute pas une très bonne métaphore, très heureuse. Ce que j'entends aussi dans votre manière de présenter les choses, c'est justement que l'écriture de l'histoire est un art des rapprochements, en fait. Je n'ai cessé de le suggérer en vous donnant des exemples, en répondant à vos questions, des rapprochements historiques, des rapprochements typologiques, etc. Mais c'est se rapprocher, effectivement, encore une fois, du réel en tant que le réel désigne la limite de ce qui peut être su. Le réel désigne la limite de ce qui peut être su. Voilà. C'est-à-dire, on n'est pas très loin, mais on n'y est jamais tout à fait. Le livre commence par une histoire que j'aime beaucoup, en fait. Et là, c'est vraiment le début, la première page. C'est que, au moment où il est élu évêque, c'est le bordel, ils sont tous en train de s'engueuler et tout. Et lui, il n'est pas du tout fait pour ça, normalement. Il était véritablement né pour gouverner civilement.
Et puis, justement, cette vie d'Ambroise dont je parle, la géographie unique, la vie de Paulin de Milan, dit « Un enfant crie son nom, Ambrosius Episcopus ». Et du moment où un enfant crie Ambroise, qui s'appelait Aurelius Ambrosius, Ambrosius Episcopus, du moment où un enfant crie son nom, et ça va être dédoublé d'ailleurs dans les confessions d'Augustin, où c'est aussi un enfant qui, dans le jardin de Milan, va montrer à Augustin, qui est pas du tout chrétien, qui va lui dire « prends et lis », et donc il prend une Bible, il lit et il est converti. Donc cette voix, vous avez compris, cette vocation, boum, ça le fait évêque. Il est d'un coup évêque. Okay. Et il ne veut pas. Pourquoi ? Parce que justement, il doit être humble. Comment on fait pour exercer le pouvoir de manière chrétienne ? Il faut dire « Ah non, pas moi, non, non. » Bon, voilà. Il faut effectivement avoir cette forme suprême d'autorité qu'est le renoncement au pouvoir. Et donc il va renoncer au pouvoir. Je ne veux même pas dire feindre de renoncer au pouvoir. Il va renoncer au pouvoir pour définir en fait le périmètre de sa charge. Donc il dit « Non, moi, je ne veux pas être évêque. » Et il va tout faire pour être indigne de sa charge. D'abord, il va aller voir des putes. Bon, ça ne suffit pas. Ils disent non, non, t'es évêque, etc. Ensuite, après, donc, parce qu'un évêque, voilà, ça dit la messe. Donc là, il y a incontinence, machin. Donc il va définir en fait ce que c'est que la fonction épiscopale. Ensuite, il va torturer un mec. Bon, ça ne suffit toujours pas. Et donc, il fait un truc encore plus grave. Il s'adonne à la philosophie. C'est-à-dire, il dit ouvertement, je suis platonicien. Donc, vous voyez bien que je ne peux pas être votre mec. Et ça ne marche toujours pas. Donc, il s'enfuit. Il quitte Milan, de nuit. Et il part tout droit par la Porta Romana, donc vers Rome. Et il marche toute la nuit. Et puis, à un moment, il est crevé, il s'endort. Il se réveille. Il est au milieu de Milan, dis donc, au cœur. Tout le monde se fout de sa gueule. Ah ben, voilà. Il a dormi, place de la cathédrale. Donc ça veut dire qu'en fait, il croyait partir tout droit, mais il est revenu à son point de départ. Ben, c'est exactement ça, au fond, le réel. C'est-à-dire ce qui nous ramène à la place que l'on occupait. Et ce point de fuite, de sens du terme, il n'y a pas de fuite possible. Il ne peut pas se faire la malle, il ne peut pas y échapper. Alors évidemment, c'est une très belle métaphore du gouvernement chrétien, parce que c'est de dire, d'une certaine manière, voilà, Dieu le ramène, au fond, à l'endroit où il est. Et au fond, ça dit quelque chose qui est toute l'histoire que je veux raconter, c'est-à-dire l'obsessionnelle gravitation d'un nom sur un lieu et d'un lieu sur un nom. Il sera Milan et Milan sera Ambroise. Voilà. Mais en même temps, c'est la métaphore de l'opération de connaissance, comme une éolienne, si vous voulez. Mais c'est fini, hein. S'il n'y a plus de questions... S'il n'y a plus de questions, on va boire un coup. On va te remercier. On va me remercier, surtout. Nous n'en avons pas tout à fait terminé. Je double les remerciements d'Hélène et te remercie pour la générosité de ton temps, parce que quand même, c'est pas non plus évident à la place que tu occupes de trouver encore du temps à donner. Et je voudrais dire que tu vas en plus peut-être en donner encore un peu plus au mois de mai, si tout va bien. Nous t'aurons pour la 3e édition de l'Histoire à venir. Entre le 23 et le 26 mai, vous trouverez le programme de cette manifestation bientôt, vers le début du mois d'avril. Et tu viendras avec quelques-uns de tes auteurs de l'univers historique, avec au moins 3 d'entre eux. Voilà, donc 1000 merci pour ce temps, ton travail, et puis celui que tu fais aussi pour tous ces jeunes chercheurs au sein de l'univers historique que tu diriges dans cette maison, qui nous a permis ce soir de t'avoir parmi nous. Voilà, la boucle est bouclée, et j'espère que tu auras excusé de t'avoir laissé seul sur le scène. Merci. C'était Patrick Boucheron lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, vendredi 8 février 2019. Son ouvrage, intitulé « La Trace et l'aura, vie posthume d'Ambroise de Milan » est paru aux éditions du Seuil. Patrick Boucheron a aussi consacré de nombreux travaux à l'histoire politique et urbaine de l'Italie de la Renaissance. Il a notamment publié Léonard et Machiavel chez Verdier en 2008,
L'Entretemps, conversation sur l'histoire chez Verdier en 2012 ou encore Comment se révolter chez Bayard en 2016. Vous écoutez Radio Radio.